Il y a des adresses à Lyon que les taxis refusent de desservir après minuit. Des numéros de rue que les agences immobilières ont effacés de leurs registres. Des maisons dont les anciens propriétaires ne parlent jamais, même des décennies plus tard, comme si un pacte de silence avait été scellé dans le sang. Cette nuit, je vais vous raconter 3 histoires que la ville de Lyon a tenté d'enterrer. 3 demeures où la frontière entre les vivants et les morts s'est effondrée. 3 familles qui ont appris trop tard qu'il existe des portes qu'on ne devrait jamais ouvrir. Ce que vous allez entendre n'est pas du folklore, ce ne sont pas des légendes urbaines inventées pour effrayer les enfants. Ce sont des témoignages que j'ai recueillis auprès de survivants, d'enquêteurs et de personnes qui ont juré de ne plus jamais prononcer ces adresses à voix haute. Éteignez les lumières si vous l'osez. Verrouillez vos portes et surtout, quand vous entendrez un bruit dans votre maison cette nuit, ne vous dites pas que c'est le vent. Parce qu'après ce que je vais vous révéler, vous saurez qu'il existe des explications bien plus terrifiantes. En 2003, la famille Mercier a emménagé dans une maison étroite du Vieux Lyon, rue Saint-Jean. Une bâtisse du XVIe siècle, avec des poutres apparentes, des plafonds bas et cette odeur particulière des vieilles pierres qui ont traversé les siècles. Le prix était étonnamment bas pour le quartier. L'agent immobilier avait évoqué rapidement des travaux à prévoir, mais rien d'alarmant. Marc Mercier, professeur d'histoire, y voyait une opportunité parfaite. Sa femme, Sophie, architecte d'intérieur, imaginait déjà les rénovations possibles. Leur fille, Chloé, 9 ans, avait immédiatement choisi sa chambre, celle du dernier étage, avec la petite lucarne donnant sur les toits de Lyon. Les 3 premières semaines furent normales. Ils déballaient leurs cartons, découvraient le quartier, s'habituaient au silence inhabituel de cette ruelle pavée où les touristes ne s'aventuraient jamais après la tombée de la nuit. C'est Chloé qui l'entendit en premier. Un soir de septembre, alors que Sophie bordait sa fille, l'enfant demanda qui étaient les gens qui chuchotaient dans les murs. Sophie sourit, attribua cela à l'imagination débordante de sa fille et au bruit de la vieille tuyauterie. Mais cette nuit-là, allongée dans son lit, elle l'entendit aussi. Ce n'était pas la tuyauterie, c'étaient des voix, multiples, indistinctes, comme si des dizaines de personnes murmuraient simultanément derrière les cloisons, juste assez fort pour être audibles, mais jamais assez pour comprendre les mots. Un bourdonnement constant de conversations fantômes. Marc refusa d'abord d'y croire. Il parla de phénomènes acoustiques, de résonances étranges dans les vieux bâtiments. Il installa même des enregistreurs audio pour prouver à sa femme qu'il ne s'agissait que de leur imagination amplifiée par le stress du déménagement. Le lendemain matin, quand il réécouta les enregistrements, son visage devint livide. Les murmures étaient là, clairs, nets, ininterrompus pendant toute la nuit. Et au milieu de ce chaos sonore, une phrase revenait. Encore et encore, prononcé par une voix d'enfant. « Ne descendez pas dans la cave ». Marc n'avait jamais visité la cave. L'agent immobilier avait dit qu'elle était condamnée, inaccessible, murée depuis décennies pour des raisons de sécurité structurelle. Mais cette nuit-là, incapable de dormir, il descendit au rez-de-chaussée avec une lampe torche.
Derrière une tapisserie déchirée dans le couloir, il trouva une porte. Elle n'était pas murée, elle était juste dissimulée. Et elle était entr'ouverte. L'odeur qui s'en échappait était indescriptible. Un mélange de terre humide, de moisissures anciennes et de quelque chose d'autre. Quelque chose d'organique et de pourri qui fit reculer Marc d'un pas. Il ne descendit pas cette nuit-là, mais il ne referma pas non plus la porte. Les jours suivants, les murmures s'intensifièrent. Il ne se limitait plus aux nuits. Chloé refusait désormais de rester seule. Elle disait que les voix lui parlaient directement, qu'elle connaissait son nom, qu'elle lui racontait des histoires d'enfants qui s'étaient perdus dans la maison et qui ne voulaient plus être seuls. Sophie commençait à voir des ombres, des silhouettes qui glissaient dans sa vision périphérique, disparaissant dès qu'elle tournait la tête. Des formes humaines qui se tenaient immobiles au bout du couloir, observant, attendant. Marc, lui, était obsédé par la cave. Il passait des heures à consulter les archives municipaux, cherchant l'histoire de la maison. Ce qu'il découvrit le glaça jusqu'aux os. Entre 1793 et 1794, pendant la Terreur, la maison avait servi de cachet pour des familles aristocratiques fuyant la guillotine. Mais quelqu'un les avait dénoncés. Les soldats révolutionnaires ont investi la maison au milieu de la nuit. Ils avaient trouvé 17 personnes cachées dans la cave, dont 6 enfants. Aucun n'en était ressorti vivant. Les corps n'avaient jamais été réclamés. Le propriétaire de l'époque, terrorisé, avait fait murer la cave avec les cadavres à l'intérieur. Pendant 2 siècles, personne n'en a parlé. C'était devenu un secret enfoui dans la pierre, un chapitre effacé de l'histoire sanglante de Lyon. Mais Marc avait ouvert la porte. La nuit où il décida enfin de descendre dans la cave, Sophie le supplia de ne pas le faire. Elle sentait que quelque chose avait changé dans la maison. Les murmures étaient devenus des appels, des supplications, des voix qui réclamaient quelque chose, qui exigeaient une présence. Marc descendit quand même. Sophie ne le revit jamais conscient. Les pompiers le trouvèrent 2 heures plus tard, recroquevillé au fond de la cave, les yeux grands ouverts, fixant un mur de pierre sur lequel on distinguait encore, gravés dans la roche, 17 noms. Des noms d'enfants et d'adultes, les fantômes qu'il avait libérés. Marc ne parla plus jamais. Il fut interné dans un hôpital psychiatrique où il reste encore aujourd'hui, murmurant toujours les mêmes mots. Il voulait seulement qu'on sache, il voulait seulement qu'on se souvienne. La famille Mercier quitta la maison le lendemain même. La maison fut revendue 3 mois plus tard. Les nouveaux propriétaires restèrent 6 jours avant de partir en pleine nuit, sans explication. Depuis 2004, la maison est vide. La ville de Lyon refuse d'en parler. L'adresse a été retirée de Google Maps. Et si vous marchez rue Saint-Jean après minuit, vous entendrez peut-être, porté par le vent, le murmure de 17 voix qui refusent d'être oubliées. En 2011, Léa Dubois, étudiante en médecine de 23 ans, trouva l'appartement parfait dans le quartier de la Croix-Rousse. Petit, abordable, avec une vue magnifique sur la ville. Le propriétaire, un homme âgé au regard fuyant, lui fit signer le bail en moins de 10 minutes, comme s'il avait hâte de se débarrasser de cette responsabilité. Léa emménagea un samedi ensoleillé d'octobre. L'appartement sentait le renfermer, mais rien qu'un bon nettoyage ne pourrait arranger.
Elle déballa ses affaires, installa son bureau près de la fenêtre et se prépara pour une soirée tranquille d'études. C'est vers 23 heures qu'elle entendit les pas. Des pas lourds, réguliers, juste au-dessus de sa tête, dans l'appartement du 5e étage. Quelqu'un marchait d'un bout à l'autre de la pièce sans s'arrêter pendant des heures. Léa se dit que son voisin du dessus devait être insomniaque. Elle monta le lendemain pour se présenter et demander poliment s'il pouvait marcher plus doucement la nuit. Elle frappa à la porte du 5e. Personne ne répondit. Elle frappa encore. Silence. Elle croisa la concierge dans l'escalier et lui demanda qui habitait au 5e. La vieille femme la regarda avec une expression étrange, presque compatissante, avant de répondre. Personne. L'appartement est vide depuis 2009. Léa retourna frapper. Elle colla son oreille contre la porte. Rien. Pas un bruit, pas un mouvement. Elle redescendit, troublée, mais se convainquit que les sons venaient d'ailleurs, que l'acoustique de l'immeuble jouait des tours. Cette nuit-là, les pas recommencèrent, plus forts, plus insistants. Et cette fois, il ne se contentait pas de marcher, il courait. De longues courses effrénées d'un bout à l'autre de l'appartement vide, suivies de longs silences oppressants, puis de nouveaux départs brutaux. Léa mit des boules quiesces, ça ne servit à rien. Le bruit semblait venir de l'intérieur de son crâne. La 3e nuit, elle entendit autre chose. Entre les courses, il y avait des coups, violents, comme si quelqu'un frappait le sol avec rage, encore et encore, en hurlant sans émettre un son. Elle appela la police. Ils montèrent au 5e, forcèrent la porte. L'appartement était vide, pas de meubles, pas de traces, juste de la poussière et l'odeur du temps qui passe. Les policiers haussèrent les épaules, suggérèrent que c'était peut-être la tuyauterie et repartirent. Mais Léa savait que ce n'était pas la tuyauterie. Elle commença à faire des recherches. Elle interrogea les voisins. Personne ne voulait parler. Tous évitaient son regard, changeaient de sujet, inventaient des excuses pour écourter la conversation. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Madame Arnaud, une ancienne locataire qui avait vécu dans l'immeuble pendant 40 ans. La vieille femme accepta de parler, mais seulement dans un café, loin de l'immeuble, comme si les murs eux-mêmes avaient des oreilles. Ce qu'elle raconta fit vaciller la réalité de Léa. En 2009, un homme vivait au 5e étage. Thomas Leroy, 35 ans, célibataire, designer graphique en freelance. Un homme discret, poli, sans histoire. Personne ne savait qu'il souffrait de schizophrénie paranoïaque non diagnostiquée. Pendant des mois, Thomas avait entendu des voix. Elle lui disait que quelqu'un vivait dans ses murs, que cette personne le surveillait, notait tous ses mouvements, attendait le moment parfait pour l'attaquer. Il avait commencé à courir d'une pièce à l'autre pour surprendre l'intrus, à frapper les murs pour le faire sortir, à crier des menaces dans le vide. Les voisins avaient appelé plusieurs fois la police. Thomas leur assurait que tout allait bien, qu'il cherchait juste une fuite d'eau, qu'il déplaçait des meubles. Les policiers repartaient. Jusqu'à cette nuit de décembre 2009. Thomas avait finalement localisé l'intrus. Il était convaincu qu'il se cachait sous le plancher de sa chambre. Armé d'une scie et d'un marteau, il avait commencé à démonter le sol, planche par planche, clou par clou, hurlant qu'il allait enfin le trouver, qu'il allait le faire sortir. Il scia pendant des heures. Les voisins du dessous, terrifiés, avaient appelé la police une dernière fois.
Mais quand les forces de l'ordre arrivèrent, ils trouvèrent Thomas effondré au milieu de sa chambre, le sol complètement éventré, tenant dans ses mains tremblantes une photo de lui-même. Il avait creusé jusqu'à trouver un miroir qu'il avait lui-même caché sous le plancher des mois auparavant, pendant un épisode psychotique dont il ne gardait aucun souvenir. L'intrus qu'il cherchait, c'était son propre réflexe. Thomas mourut cette nuit-là, crise cardiaque provoquée par l'épuisement et la terreur. Son corps fut retrouvé recroquevé sur le sol défoncé, les yeux fixés sur son propre visage dans le miroir brisé. Madame Arnaud termina son récit en murmurant « Ils ont refait le plancher, ils ont tout nettoyé. » Mais ils n'ont jamais retrouvé tous les morceaux du miroir. Certains sont restés coincés entre les lattes, sous le nouveau sol. Et Thomas cherche toujours. Léa rentra chez elle ce soir-là avec une certitude glacée. Ce qu'elle entendait n'était pas Thomas marchant dans son appartement, c'était Thomas cherchant encore, déchirant encore, refusant d'accepter que celui qu'il traquait n'a jamais existé. Cette nuit-là, les pas furent différents. Ils ne couraient plus dans l'appartement du dessus, ils marchaient lentement, méthodiquement, comme s'ils exploraient. Et puis, vers 3 heures du matin, ils s'arrêtèrent, directement au-dessus du lit de Léa, et elle entendit un bruit qu'elle n'oublierait jamais, le son d'une scie mordant le bois, lentement, régulièrement, juste au-dessus de sa tête. Léa quitta l'appartement à l'aube, abandonnant toutes ses affaires. Elle ne retourna jamais chercher ses livres, ses vêtements, son ordinateur. Le propriétaire ne lui réclama jamais rien, comme s'il savait. L'appartement du 4e étage est à nouveau disponible à la location. Le prix est remarquablement bas pour le quartier. Et si vous visitez, vous remarquerez peut-être, dans le plafond de la chambre, une série de petites rayures parallèles dans le plâtre, comme si quelqu'un, de l'autre côté, essayait encore de creuser. La villa Beaumont domine la colline de Fourvière depuis 1897. Une demeure somptueuse de 3 étages, avec des vitraux art nouveau, un jardin clos de murs hauts et une réputation qui fait fuir même les promoteurs immobiliers les plus audacieux. En 2018, un couple d'Américains, les Henderson, acheta la villa sans connaître son histoire. Pour eux, c'était un investissement, un projet de rénovation qu'ils transformeraient en maison d'hôtes de luxe. Ils avaient de l'argent, de l'ambition et aucune idée de ce qu'ils venaient de faire. James et Rebecca Henderson arrivèrent à Lyon en mars avec leurs 2 enfants, Emma, 15 ans, et Lucas, 12 ans. Ils avaient déjà restauré 3 propriétés historiques aux États-Unis. Ils étaient confiants, méthodiques, prêts à affronter n'importe quel défi architectural. Ils ne s'attendaient pas à ce que le défi ne soit pas architectural. Les premiers jours furent épuisants mais stimulants. Ils photographièrent chaque pièce, établirent des plans de rénovation, rencontrèrent des entrepreneurs. La villa était magnifique sous la crasse et la négligence. Elle avait juste besoin d'amour et de travail. C'est Emma qui trouva le journal. Il était caché derrière une plainte décelée dans ce qui avait été autrefois une chambre d'enfant au 2e étage. Un petit carnet de cuir brun, couvert d'une écriture serrée et nerveuse, datant de 1954. Emma le lut en entier cette nuit-là. Quand elle descendit pour le petit déjeuner le lendemain, elle était pâle et refusait de retourner au 2e étage.
Le journal appartenait à Marguerite Beaumont, la dernière descendante de la famille qui avait fait construire la villa. Elle avait 16 ans quand elle écrivit ces pages, et ce qu'elle décrivait était une descente progressive dans la folie pure. Marguerite parlait d'une présence dans la maison, quelque chose qui n'était ni humain ni animal. Quelque chose qui se nourrissait de la peur, qui grandissait avec elle, qui se manifestait différemment pour chaque membre de la famille. Pour son père, c'était une voix qui l'appelait depuis le grenier, murmurant des secrets sur ses échecs professionnels, sur ses désirs inavoués, sur les mensonges qu'il avait construits pour maintenir l'apparence de respectabilité. Pour sa mère, c'était des visions. Elle voyait ses enfants morts dans chaque miroir, leur corps décomposé la fixant avec des yeux accusateurs, lui reprochant de ne pas les avoir protégés d'un danger qu'elle ne comprenait pas encore. Pour son petit frère, c'étaient des cauchemars si intenses qu'il refusait de dormir. Il restait éveillé nuit après nuit, les yeux écarquillés, tremblants, murmurant qu'il y avait quelqu'un sous son lit qui attendait qu'il s'endorme pour le tirer dans les ténèbres. Et pour Marguerite, c'était la certitude grandissante que la maison elle-même était vivante, qu'elle observait, qu'elle apprenait, qu'elle se délectait de leur souffrance. Les dernières pages du journal étaient presque illisibles, l'écriture devenue chaotique, les phrases fragmentées. Marguerite décrivait comment son père s'était pendu dans le grenier, comment sa mère s'était noyée dans la baignoire, comment son petit frère avait disparu une nuit et n'a jamais été retrouvé. La dernière entrée, datée du 12 septembre 1954, était une seule phrase. « Ce soir, c'est mon tour. Elle me veut. Je l'entends dans les murs. Elle a faim. » Marguerite Beaumont fut retrouvée morte le lendemain matin, au pied du grand escalier, le cou brisé. La police conclut à un suicide. La villa fut scellée pendant décennies. James Henderson écouta le récit de sa fille avec scepticisme. Il attribua le journal à l'imagination d'une adolescente perturbée des années 50, peut-être victime de maltraitance familiale. Il refusa que cela affecte leur projet. Mais cette nuit-là, il entendit la voix dans le grenier. Elle l'appelait par son nom. Elle connaissait des choses que personne ne devait savoir, des erreurs qu'il avait faites dans sa jeunesse, des trahisons professionnelles, des mensonges qu'il avait racontés à Rebecca. La voix était douce, presque compassionnante, comme si elle comprenait, comme si elle pardonnait. James monta au grenier. Il y passa 3 heures. Quand Rebecca le chercha, elle le trouva assis dans l'obscurité, fixant une poutre, murmurant « Elle a raison, elle a toujours eu raison. » Rebecca commença à voir ses enfants morts dans les miroirs le lendemain. Lucas cessa de dormir 3 jours plus tard. Emma était la seule à comprendre ce qui se passait. Elle avait lu le journal, elle savait que la villa ne les laisserait pas partir, que la présence, quelle qu'elle soit, s'était nourrie de la famille Beaumont jusqu'à ce qu'il ne restait plus rien à dévorer et qu'elle était restée affamée pendant 64 ans. Maintenant, elle avait une nouvelle famille. Ce qui se passa durant les 3 semaines suivantes, personne ne le sait avec certitude. Les Henderson cessèrent de répondre aux emails et aux appels. Les entrepreneurs qui venaient pour les rendez-vous trouvaient la porte fermée, les volets clos, aucun signe de vie. C'est un livreur de colis qui alerta finalement la police le 5 avril 2018. Il avait entendu des cris provenant de la villa, des cris terribles, désespérés, qui s'arrêtaient brusquement. Les policiers enfoncèrent la porte. Ils trouvèrent James Henderson pendu dans le grenier, exactement à l'endroit où le père de Marguerite avait mis fin à ses jours en 1954.
Ils trouvèrent Rebecca Henderson noyée dans la baignoire, les yeux ouverts, fixant le plafond. Ils trouvaient Lucas Henderson recroquevillé sous son lit, mort de déshydratation et d'épuisement, comme s'il avait refusé de bouger pendant des jours, terrorisé par quelque chose que lui seul pouvait voir. Emma Henderson ne fut jamais retrouvée. Sa chambre était vide, ses vêtements étaient toujours dans l'armoire, son téléphone était sur la table de nuit, complètement déchargé. Mais Emma avait disparu, comme si elle s'était évaporée, absorbée par les murs eux-mêmes. Les enquêteurs fouillèrent la villa pendant des semaines. Ils ne trouvèrent aucune trace d'elle, aucune indication de fuite, d'enlèvement, de violence. Emma était simplement partie. Ou peut-être pas. Parce que si vous parlez aux policiers qui ont participé aux recherches, ceux qui acceptent de parler après quelques verres, ils vous diront tous la même chose. Ils ont entendu des pas dans la maison vide, des pas légers d'adolescentes courant d'une pièce à l'autre, comme si elles cherchaient une sortie qu'elles ne trouveraient jamais. Ils ont entendu des pleurs étouffés derrière les murs. Et certains jurent avoir vu, pendant une fraction de seconde, le visage d'une jeune fille pressée contre une fenêtre du 3e étage, les yeux suppliants, la bouche ouverte en un cri silencieux. La villa Beaumont a été revendue aux enchères en 2019 pour une fraction de sa valeur. Le nouveau propriétaire est un fonds d'investissement basé à Singapour. Ils n'ont jamais mis les pieds dans la propriété. La villa reste vide, les volets fermés, le jardin envahi par la végétation. Mais les habitants du quartier savent. Ils savent que certaines nuits, on voit de la lumière au 3e étage. Une lumière tremblante, comme une bougie, qui se déplace d'une fenêtre à l'autre. Ils savent que parfois, très rarement, on entend une voix d'adolescente qui appelle au secours. Et ils savent qu'Emma Henderson n'a jamais quitté la villa Beaumont. Elle est juste devenue une partie de la maison, comme Marguerite avant elle, comme tous ceux qui ont fait l'erreur de croire qu'ils pouvaient dompter cette demeure maudite. La villa attend, elle est patiente, elle a tout son temps. Et un jour, quelqu'un d'autre viendra, avec des rêves de rénovation, des plans ambitieux et aucune idée du prix que cette maison exige de ceux qui osent franchir son seuil. Ces 3 maisons existent toujours à Lyon. Leurs adresses précises ont été retirées de ce récit pour des raisons évidentes. Mais elles sont là, dans des rues que vous empruntez peut-être quotidiennement, derrière des façades qui semblent normales en plein jour. Ce que je vous ai raconté ce soir n'est pas une fiction. Ces familles ont existé, ces tragédies se sont produites, et ces maisons continuent de porter en elles quelque chose que nous ne comprenons pas, quelque chose qui défie nos explications rationnelles. Certains diront que ce sont des coïncidences, des drames isolés, amplifiés par notre imagination. D'autres parleront de traumatismes psychologiques, de troubles mentaux, de causes naturelles. Mais ceux qui ont vécu dans ces maisons, ceux qui en sont sortis avec leur santé mentale intacte, savent la vérité. Il existe des lieux où la frontière entre notre monde et autre chose s'est fissurée. Des endroits où les morts refusent de partir, où les tragédies laissent des cicatrices dans la réalité elle-même, où quelque chose d'affamé attend patiemment que vous baissiez votre garde. Alors ce soir, quand vous éteignez les lumières et que vous vous coucherez dans votre maison familière, demandez-vous, connaissez-vous vraiment l'histoire de l'endroit où vous vivez ? Savez-vous qui est mort entre ces murs? Quel secret le béton et la pierre gardent jalousement? Et si vous entendez quelque chose d'inhabituel cette nuit, un murmure, un pas, un grattement dans les murs, ne vous rassurez pas trop vite. Parce qu'après ce que vous venez d'entendre, vous savez maintenant que rien peut avoir un nom,
un visage et une faim insatiable. Si vous avez déjà vécu quelque chose d'inexplicable dans votre maison, si vous avez des histoires qui vous empêchent de dormir, partagez-les en commentaire, parce que le silence est ce qui permet à ces choses de prospérer. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez découvrir d'autres histoires que Lyon et le reste du monde préféreraient garder enterrées. Et surtout ce soir, avant de dormir, vérifiez bien que toutes vos portes sont verrouillées. Pas pour empêcher quelqu'un d'entrer, mais pour empêcher quelque chose de sortir.